Madame la ministre, vous le savez, l'Assemblée générale des Nations unies a souhaité, pour la seconde fois, donc, de célébrer le modèle coopératif dans le monde. Cette année, c'est l'année internationale des coopératives. Pourquoi, selon vous, les coopératives sont-elles mises ainsi à l'honneur? C'est quoi leur contribution à l'économie et à la société française? Très bien, en premier lieu, souhaiter bonjour à chacune et à chacun, et au président bien évidemment. Vous avez raison de poser la question sous cette forme parce que 2 fois de suite, à une période, je dirais, assez rapprochée, puisque 2012, la première fois, l'ONU avait établi cette année internationale des coopératives, et de nouveau en 2025. Alors ce n'est pas anodin, il faut rappeler que l'Organisation des Nations Unies a établi que la forme d'entreprise qui participait le plus à tout ce qui concerne le développement durable, la démocratie économique, la paix sociale, un certain nombre de valeurs, ce sont les coopératives. C'est l'Organisation des Nations Unies qui l'a indiqué. Je rappelle par ailleurs, et c'est important de l'avoir, j'aime bien toujours revenir à l'histoire, que le traité de 1957 avait fixé 3 modèles d'entreprise comme étant des éléments moteurs pour mettre en avant le marché commun. À l'époque, c'était le lancement du marché commun. Et les coopératives font partie de ces entreprises, au même titre que les mutuelles et les associations, de ces acteurs économiques qui avaient pour vocation de promouvoir le marché humain. Le marché commun. Pardon, le marché commun. Je me disais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Voilà. Rappelez également le poids des coopératives au niveau international, au niveau de la planète. Ce sont 10% des travailleurs qui travaillent dans les coopératives. Donc c'est quand même assez important. En France, nous avons à peu près 30 000 coopératives. Et dans le domaine du commerce, les coopératives ont un poids très important. Elles interviennent dans tous les domaines d'activité en France, qu'il s'agisse de l'agriculture, de l'artisanat, des services, l'énergie. Dans le commerce, il y a un poids important, ce sont 52 000 points de vente. Et nous remarquons un certain nombre d'éléments. Je dirais, coopératives de commerce qui sont finalement des commerçants indépendants qui sont regroupent, qui restent avec leur indépendance, à la différence de groupes intégrés, mais qui se regroupent pour fédérer, mutualiser un certain nombre de prismes. Cela peut être des sujets de marketing, des sujets de logistique, des sujets de moyens humains, de formation, tout en conservant une indépendance. Et ces modèles ont une très forte résilience économique. Nous le voyons dans le domaine du commerce. Aujourd'hui, il y a un taux de croissance supérieur des coopératives en matière de commerce par rapport aux autres acteurs. C'est donc une réussite du modèle, et je crois que par rapport à un certain nombre de valeurs qui se développent en matière de gouvernance, en matière de partage de valeurs, en matière également d'ancrage territorial, les coopératives de commerce, les commerces de coopératives peuvent répondre à ces enjeux, et on le voit. Et moi, je dirais en qualité, je le rappelais au président, à la fois de ministre du commerce, de ministre de l'économie sociale et solidaire, je dirais, j'ai un engagement à faire la promotion de ces entités, et c'est en tout cas c'est le sens de ma présence ici ce matin, pour à la fois soutenir, à la fois aussi répondre aux enjeux, développer et encore faire mieux au niveau des coopératives en matière de commerce. On y est très sensible. Jean-Pierre, en tant que président de la FCA, évidemment, cette décision des Nations Unies, c'est une grande satisfaction, j'imagine. Madame la ministre nous a donné juste quelques chiffres. Est-ce que vous pouvez nous redire ce que représente le modèle coopératif et associé des commerçants et des services en France, précisément? Oui, déjà, je remercie Madame la ministre de sa présence. Je sais que ce matin, c'était une matinée un petit peu chargée qui vous a amené à décaler votre arrivée, mais vous êtes là et je vous en remercie. Effectivement, on représente à peu près une trentaine d'activités différentes, de secteurs d'activités différents, ce qui est quand même très important. Et on a aussi, il ne faut pas oublier qu'on a du commerce et du service, ce qu'on a tendance parfois à oublier. Mais on a aussi des coopérateurs qui sont sous forme qui représentent du service. Et évidemment, on a des enseignes qui sont particulièrement marquantes et qui sont en général presque pratiquement numéro 1 à chaque fois sur le marché. Bien sûr, on a nos 3 segments alimentaires qui sont représentatifs, puis qui prennent 55% à peu près du marché de l'alimentaire sur le marché français. Donc c'est un poids non négligeable et représentatif.
Et puis, il y a aussi d'autres enseignes comme Jouet Club, comme Biocoop, qui nous a rejoint il n'y a pas très longtemps, Chris, Intersport, qui est aussi un des leaders sur le marché. Donc, tous ces commerces représentent effectivement... Ils ont tous le même état d'esprit, c'est-à-dire effectivement le partage, l'échange, et c'est ce qui fait la force en fait du commerce coopératif en règle générale. Et je voudrais aussi signaler que la majorité de nos magasins sont implantés dans des territoires où il y a moins de 10 000 habitants, ce qui est quand même un élément non négligeable, et ce qui veut dire que nous sommes proches de nos clients. Et nous sommes un lien social on l'a vu tout à l'heure et c'est vrai que... Très important. Ouais. Et c'est un des éléments qui nous tient à cœur, c'est justement d'être au plus près de nos consommateurs et d'être toujours ce lien qui est indispensable et que seul le commerce peut créer en fait aujourd'hui. On se rend chez son commerçant effectivement pour acheter, mais aussi pour échanger, pour être conseillé. Et je pense que ça fait partie des points forts de notre commerce. Et on a pu l'exprimer d'ailleurs ce matin à travers les tables rondes, où chacun a pu mettre en valeur effectivement un certain nombre d'éléments extrêmement positifs sur notre façon de travailler. Oui, et c'est un échange permanent entre les différentes dotations de l'enseigne, et ça c'est important. Ça crée de belles initiatives. Patrick Martin, la FCA et ses adhérents sont membres du MEDEF, la première organisation patronale de France, dont vous êtes le président. C'est quoi, selon vous, la valeur ajoutée de ce modèle pour l'économie française ? Je voudrais commencer par vous saluer toutes et tous, de nombreux amis dans l'assistance, saluer Madame la Ministre, saluer la qualité de son travail, si vous me le permettez, Madame la Ministre, préalablement en tant que parlementaire et dorénavant au sein de l'exécutif. On a besoin de personnes aguerries et déterminées comme vous l'êtes, et puis de redire toute mon amitié. Je crois qu'on vit une période qui est très exigeante, hein, qui offre des opportunités, mais qui comporte également beaucoup de menaces, hein, je crois qu'on y reviendra, et au regard de ces grands défis auxquels on est confronté, conjoncturels, mais pour certains structurels, il est plus que jamais nécessaire que nous soyons solidaires et que nous soyons collectifs. Alors vous l'êtes par excellence, je dirais par construction à la FCA, mais on se doit de l'être également dans les rangs patronaux. Et donc moi je me réjouis effectivement de vous compter dans nos rangs, parce qu'il est essentiel que le MEDEF, première organisation représentative patronale, hein, portant en quelque sorte près de 11 millions de salariés, 200 000 entreprises, eh bien, comprennent, embrassent les intérêts de tous les secteurs d'activité. C'est vrai de l'industrie, c'est vrai des services, c'est vrai du commerce, c'est vrai de la construction, de sorte que nous soyons plus influents. Moi, j'assume totalement ce terme-là dans les grands débats qui traversent le monde, qui traversent l'Europe, qui traversent la France, au premier chef, et que nous soyons donc, au-delà de l'influence, que nous soyons pertinents. Donc moi je le dis de manière un peu triviale, le MEDEF, c'est 101 fédérations professionnelles, c'est 119 MEDEF territoriaux et régionaux, auxquels je suis très attaché, parce que mon parcours MEDEF est un parcours territorial à l'origine. C'est essentiel qu'on interagisse bien ensemble à tous les niveaux de décision, et puis qu'on partage les mêmes convictions, les mêmes valeurs, au-delà de porter les mêmes intérêts. Je finis simplement en disant qu'étant moi-même chef d'entreprise, parce que sinon je n'aurais aucune légitimité, à supposer que j'en ai à la tête du MEDEF, je partage beaucoup de vos préoccupations, beaucoup de vos enjeux. Il se trouve que je suis par ailleurs essentiellement mon entreprise dans la distribution. Alors voilà, il y a plein de convergences entre nous. Alors justement, j'aimerais qu'on revienne sur le contexte géopolitique, qui déjà en général est assez compliqué, mais qui en ce moment est particulièrement tendu. Pour l'économie et surtout pour le secteur du commerce en particulier, c'est quoi, selon vous, les grands enjeux à ne pas manquer ? Alors il faut commencer par essayer de bien comprendre ces grands enjeux qui sont, pour résumer les choses, je mets de côté les enjeux qui sont essentiels par ailleurs, géopolitiques, militaires même dans certaines dimensions, pour focaliser sur les enjeux économiques et commerciaux. On voit très bien, c'est très inquiétant pour nous, hein, on voit très bien que le niveau de compétition augmente de jour en jour et que ça tourne à un duel d'artillerie lourde, hein, pardon de faire cette métaphore guerrière alors qu'il y a des sujets de préoccupation à proprement parler militaires extrêmement préoccupant. Il y a une attitude des Américains qui n'est pas d'aujourd'hui en définitive, hein, mais qui s'exacerbe d'une certaine manière. Quand je dis que c'est pas d'aujourd'hui, c'est que Donald Trump sous son premier mandat, mais Joe Biden à sa manière pendant sa présidence, et dorénavant Donald Trump version 2, se montre très agressif, très offensif et d'une certaine manière très nationaliste sur le plan économique. C'est America's First, et donc les dispositifs mis en place par Joe Biden, Inflation Reduction Act,
impact pour attirer des investissements vers les États-Unis et dorénavant les menaces, pour l'instant ça reste essentiellement des menaces de la part de Donald Trump, ça crée évidemment du stress dans nos rangs. Typiquement, je m'étais rendu il y a 1 mois et demi à Cognac, au moment même où je m'installais avec les producteurs de cognac et les viticulteurs, est tombée l'annonce de la menace des 200% de droits de douane. Inutile de vous dire que c'est un peu gâché l'ambiance. De la même manière, je suis allé en Chine avec notre ministre des Affaires étrangères pour parler de tous ces sujets. Ça m'amène à la Chine. Moi, je crois que la menace la plus préoccupante, c'est la Chine. Parce que les Américains ont une corde de rappel extraordinaire. C'est qui? C'est les Américains eux-mêmes. Et donc, quand Donald Trump et son équipe partent dans des, permettez-moi de le dire ainsi, même si je sais qu'il y a de la presse dans l'assistance, partent dans des délires, séance tenante, il est rappelé à l'ordre par les consommateurs, les investisseurs, les épargnants américains. Le régime politique chinois n'est pas tout à fait le même. Je veux dire par là que M. Xi Jinping est beaucoup plus libre de ses mouvements que ne l'est Donald Trump. Et par ailleurs, les Chinois à bas bruit, de manière très habile, je crois qu'on reviendra sur certains sujets, sont en train d'envahir un certain nombre de marchés mondiaux. D'abord pour déverser leurs excédents de production, mais je pense que c'est beaucoup plus dangereux que ça. C'est pour déstabiliser, pour détruire d'une certaine manière un certain nombre de filières, pour commencer industrielles, mais dorénavant commerciales. Et donc il est essentiel qu'en regard, l'Europe se départisse d'une forme de naïveté, je dirais d'une forme d'inertie. Moi je le vois sur beaucoup de sujets, ça peut être l'acier, le photovoltaïque, l'automobile, mais c'est vrai dorénavant, je le redis, du commerce. L'Europe d'abord met beaucoup de temps avant de comprendre les choses, une fois qu'elle les a comprises, pour prendre des décisions, et encore plus de temps pour que ces décisions soient mises en œuvre. Et en face, on a des concurrents, des compétiteurs qui sont extrêmement manœuvrants, extrêmement déterminés, extrêmement puissants. Donc les pouvoirs publics français, les pouvoirs publics européens se doivent d'être beaucoup plus réactifs et beaucoup plus déterminés. Je finis là-dessus en vous disant que nous, au MEDEF, on est très présents sur ces sujets-là. Moi, j'ai fait une des priorités de mon mandat que de renforcer notre influence à Bruxelles. Il y a quand même 70% des réglementations au sens le plus générique du terme qui impactent nos entreprises qui sont d'origine européenne. Ça peut être vrai sur le plan environnemental, ça peut être vrai sur le plan fiscal. Et donc, moi j'ai mis des moyens supplémentaires. J'ai un excellent vice-président Europe qui d'ailleurs à l'instant je vous parle est à Copenhague pour essayer de défendre les intérêts de la filière nucléaire française. Voilà, il faut qu'on soit sur la balle, il faut qu'on soit très collectif et donc on se nourrit les uns les autres de ce collectif, singulièrement dans la période présente. Et en capitalisant sur une chose dont nous-mêmes, parce qu'on est un peu paranoïaque, donc je fais partie du on a tendance à se sous-estimer, la cote de confiance que placent nos concitoyens dans l'entreprise n'a jamais été aussi haute. C'est pas un sujet de fanfaronnade, il faut pas qu'on soit arrogant, il faut pas qu'on soit présomptueux, restons à notre place, mais quand même 84% des Français qui font confiance dans l'entreprise, quelle que soit sa taille, quel que soit son secteur d'activité, c'est un actif formidable et qui nous rend d'autant plus légitime à nous exprimer sur beaucoup de sujets avec simplicité, avec respect, mais avec fermeté. C'est entendu. Jean-Pierre, justement, si on revient sur ce danger que pointait Patrick Martin des plateformes, la concurrence des plateformes étrangères, chinoises notamment, du commerce numérique, est-ce qu'on peut déjà mesurer les impacts pour les coopératives de commerçants? Quels sont-ils et quelles sont vos attentes? Je pense que de toute façon, les plateformes, effectivement, impactent l'ensemble du commerce sur la France, hein, c'est évident. Je voudrais juste faire une petite modification parce qu'on continue à parler de fast fashion et pour moi, c'est plutôt une fast consumption dans la mesure où ce n'est plus uniquement la mode qui est touchée, mais on s'aperçoit que le catalogue de ces plateformes s'élargit de plus en plus et qu'en fin de compte, ça touche beaucoup plus de modèles qu'on ne le croit. D'après ce que j'ai compris, par exemple, les cosmétiques sont en particulier touchés, le jouet aussi fait partie des éléments et un des points qui nous chagrine le plus, évidemment, c'est un problème d'éthique, évidemment, c'est d'être tous au même niveau de contraintes, puisque le marché français en soi a déjà des contraintes qui sont liées à notre commerce en propre, et on doit effectivement faire en sorte que tous ceux qui viennent de l'extérieur aient les mêmes contraintes que les nôtres, parce qu'à un moment donné, la balle n'est plus du tout dans le même camp, et il est évident que, par exemple, sur le plan de la sécurité, il y a un certain nombre de produits qui sont mis en exergue, qui sont des dangers à l'utilisation, alors que nous sommes contrôlés. Il y a pas mal de choses qui sont à mettre en place, c'est évident.
Je ne vais pas rappeler tous les chiffres, Madame la Ministre, parce que je sais que vous les connaissez par cœur. Bon, ce serait les répéter pour l'ensemble des participants ici, mais je pense qu'ils les connaissent aussi sur le poids des transferts de marchandises entre la Chine et l'Europe ou la France, sur effectivement le nombre de colis qui arrivent sur le marché français, sur le manque de contrôle de ces colis, sur le fait qu'on limite les taxes, en dessous de 150 €, on n'a pas de taxe particulière. Et je sais par exemple que certaines de ces plateformes font en sorte d'envoyer plusieurs colis pour ne pas arriver à 150 €. Donc il y a tout un tas de méthodes qui sont utilisées par ces gens-là, qui viennent perturber notre fonctionnement, qui viennent le polluer, et il est évident que seules aujourd'hui les instances de notre pays, vous en particulier et le gouvernement, peuvent agir. Nous sommes demandeurs d'avoir de donner les mêmes contraintes à ces gens-là, et c'est vous qui... Alors nous, évidemment, on l'explique, on en parle, mais je sais que vous connaissez parfaitement tous ces éléments. Vous avez eu de nombreuses réunions, de nombreux contacts, et vous avez pris des décisions, je crois, avec les douanes et avec la DGCCRF. Donc à partir de là, il y a déjà des choses qui sont mises en place, mais on estime que c'est peut-être pas encore suffisant en tout cas. Alors, Madame la Ministre, donc justement, Jean-Pierre le disait, vous avez très mobilisé ces dernières semaines sur ce sujet des droits de douane, sur les pratiques déloyales des plateformes chinoises. Quel regard vous portez sur ce qui vient d'être dit, et puis surtout, quelles actions votre ministère et le gouvernement peuvent-ils mettre en place ? Alors, il ne s'agit pas d'opposer, je dirais, commerce physique et e-commerce, mais au demeurant, nous avons une situation aujourd'hui de concurrence déloyale entre certains acteurs, certaines plateformes asiatiques qui déversent en masse un grand nombre de colis. Ce sont 800 millions de colis de moins de 150 € par an. Parce que nous parlons beaucoup de 800 millions, mais ces 800 millions, c'est uniquement les colis qui n'ont pas de droits de douane, qui sont exemptés, et c'est 1,5 milliard de colis par an qui arrivent en France, et 4,5 milliards en Europe de ces plateformes asiatiques. Donc c'est une vraie déflagration qui arrive. On a un changement d'air important. Or, ces colis transportent des produits qui n'ont pas du tout été conçus dans les mêmes conditions que ceux qui sont construits en France, bâtis en France, industrialisés en France, en Europe. En tout cas, il n'y a pas de respect d'un certain nombre de règles. Par ailleurs, il y a des dispositions en matière d'impact environnemental qui sont très fortes parce que ces colis arrivent par fret aérien, et nous savons que le fret aérien, c'est 100 fois plus d'impact sur notre développement durable, sur notre environnement, que les autres frets. Donc voilà. Ce sont, pour vous donner quelques chiffres, 5000 tonnes de textiles qui arrivent par les colis, par la plateforme Chine par jour. 5000 tonnes par jour et 4000 tonnes en ce qui concerne Temu. Donc en termes d'impact environnemental, c'est foudroyant. Derrière, il y a également toute la gestion de ces collectes de déchets. Voilà. Et donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il nous faut absolument réagir de manière très forte, unis tous ensemble, parce que c'est notre commerce tout entier, nos commerces physiques qui vont être en difficulté. Parce qu'effectivement, nous parlons du textile, mais ce sont aussi tout ce qui est l'ameublement, tout ce qui est le bricolage et le cosmétique qui arrive. Donc au niveau européen, il nous faut nous battre, en tout cas c'est ce qui a été engagé, et la Commission européenne s'est engagée début février à revoir le dispositif d'exemption des droits de douane jusqu'à 150 € en 2026, alors que ce dispositif était prévu jusqu'en 2028, et nous intervenons encore pour que ça aille plus vite, parce qu'effectivement le temps est un élément avec nous. Et au-delà de cette question d'exemption des droits de douane, nous travaillons également à la mise en place de frais de gestion non discriminatoires pour financer derrière tous les services douaniers. Parce que vous imaginez, quand vous avez 800 millions de colis qui arrivent, si vous voulez établir des contrôles de ces colis, il faut un grand nombre de moyens humains, même si, avec l'intelligence artificielle, nous arrivons aujourd'hui à prioriser les contrôles et les ciblages d'un certain nombre de colis. Et l'intelligence artificielle peut énormément nous y aider. Donc ça, c'est ce qui est engagé au niveau européen. Après, au niveau français, ce que j'ai engagé avec la DGCCRF depuis quelques semaines, c'est
demander que les contrôles soient triplés de produits qui émanent des plateformes. Donc ça, c'est engagé. 2, c'est que lorsque des plateformes sont contrôlées, elles le soient à 360 degrés, c'est-à-dire sur tout ce qui concerne la loyauté, donc les pratiques commerciales, également la régularité des produits, enfin tous les dispositifs. 3, c'est que lorsque des petits acteurs sont contrôlés avec un certain nombre de défaillances qui sont identifiées, à ce moment-là, les grands acteurs soient contrôlés également sur ces points de défaillance. Et 4, nous avons renforcé un partenariat entre les douanes qui contrôlent jusqu'à l'arrivée du pays sur le territoire français quand ces produits arrivent directement sur le territoire français, et la DGCCRF prend le relais après. Donc il a fallu modifier un peu les conditions de partenariat entre ces deux services, c'est ce qui est engagé. J'ai rencontré la semaine dernière le commissaire européen qui est en charge des sujets de consommation au niveau européen, même si au niveau européen, nous n'avons pas de compétences européennes sur tout ce qui concerne la régularité, la conformité des produits. En fait, ça n'existe qu'au niveau de chaque État. Donc l'idée, c'est d'arriver à travailler avec tous les États également, l'équivalent de ce que nous appelons, nous en France, la DGCCRF, pour établir des liens et des partenariats et systématiser toutes les informations qui peuvent exister. Voilà. Je vais rencontrer Stéphane Séjourné dans quelques jours, dans quelques semaines également mes homologues ministres des autres pays, parce qu'il faut effectivement qu'on se mobilise de manière très forte pour intervenir et faire en sorte d'avoir une mobilisation importante. J'essaierai aussi, j'aurai des actions pour sensibiliser les consommateurs sur aussi dire qu'il y a un grand nombre de produits qui ne respectent pas, même si nous ne pouvons pas contrôler tous les produits, mais la conformité, la sécurité des produits. Nous avons aujourd'hui 94% des produits qui ont été contrôlés, des contrôles qui ont été effectués, même si ces contrôles sont déjà ciblés, donc ça ne peut pas être généralisé à ce point, 94% avec des non-conformités de pratiques commerciales ou de régularité au niveau des produits. Voilà, en tout cas, on se mobilise les uns et les autres, mais il faut qu'on aille très vite parce que à côté de nous, nous voyons très bien un déferlement important. Après, niveau des consommateurs, je pense qu'il commence à y avoir une prise de conscience et il faut aussi qu'on y participe de manière très forte. Merci. Il y a un autre sujet d'actualité qui nous concerne aujourd'hui, on l'a un peu évoqué ce matin, celui de la transmission reprise. Jean-Pierre, la FCA porte activement... Oui, pardon, vous vouliez réagir, Patrick? Je peux juste réagir sur le sujet qui vient d'être évoqué pour dire deux choses. La première, c'est qu'au MEDEF, nous sommes toujours en faveur du libre-échange. N'oublions jamais que 20% de nos salariés, donc de nos clients, travaillent pour l'exportation. Donc le vrai sujet n'est pas de fermer nos frontières, c'est d'établir ou de rétablir ou de maintenir des conditions de concurrence équitables. Sur ces grands sites chinois, mais il y a des Indiens qui se profilent et les Américains vont réagir, ces grands sites de e-commerce. Je voudrais simplement vous dire que on n'est pas dans le commentaire, on est des chefs d'entreprise, nous sommes des acteurs. Donc moi j'ai pris l'initiative de recevoir le dirigeant de Chine le 10 mars, en le prévenant bien que je serais flanqué de nos adhérents de l'ameublement, du jouet, du textile, etc., etc. Donc il savait qu'il ne serait pas à la noce. Il a été servi. C'est absolument déconcertant de voir ce monsieur faire semblant de découvrir en séance qu'il bénéficie de conditions tarifaires, douanières, postales, dérogatoires et ultra favorables, qu'il fasse mine de découvrir que oui, peut-être certains des produits qu'il commercialise sont non conformes, ou que peut-être, oui, il ferait travailler des Ouïghours dans des caves au fin fond de la Chine. Donc il y a une forme, je le dis, il y a une forme d'hypocrisie de la part de ces acteurs qu'on ne peut pas tolérer. Donc il y a effectivement une urgence à restaurer des conditions de compétitivité loyales, tout simplement loyale, parce que j'évoquais d'autres secteurs d'activité tout à l'heure, on peut affirmer dès à présent que
alors que la France était en flèche dans ce secteur, le secteur du photovoltaïque a été tué en France par les Chinois, mais tué de manière très systématique et très délibérée. Et moi, je sais le poids que vous avez dans les territoires, dans l'emploi, dans la marche de l'économie d'une manière générale. Et donc, ne laissons pas se reproduire dans vos secteurs d'activité qui sont essentiels à la vie de la nation, pas seulement sur le plan économique, sur le plan, tu le rappelais tout à l'heure, de la relation humaine, sur le plan sociétal. Ne laissons pas se reproduire dans ce secteur essentiel qui est le vôtre, ce qui s'est produit déjà dans d'autres secteurs d'activité. Je ne suis pas dans le fantasme ou dans la théorie, c'est du concret ce que je raconte. Donc je rejoins ce que vient de dire Madame la Ministre, c'est une forme d'urgence à réagir pour donc rétablir des conditions de concurrence équivalentes. Notre adhérent de la Fédération du jouet et de la puériculture a cité les mêmes exemples que vous. Il n'est pas illogique que nos fabricants, quand ils existent encore, soient contrôlés parce qu'il y a des enjeux, y compris de sécurité sanitaire, mais que l'on voit des produits qui sont en infraction de ces normes et qui peuvent donc engager la vie de nos enfants d'une certaine manière, qu'on voit qu'ils passent complètement à travers les mailles du filet. Il y a 2 poids 2 mesures et ça fait partie des nombreux dossiers sur lesquels l'Europe, la France se tire des balles dans le pied, se lie les pieds et les poings et laisse le champ libre à des concurrents déloyaux. Ne tolérons plus ça. Madame la Ministre. Oui, je voudrais juste réagir sur 2 points parce que je n'ai pas évoqué la proposition de loi fast fashion ou mode express. Dire qu'effectivement, elle ne concerne que le textile, mais elle va apporter une pierre à notre édifice en donnant une définition de cette mode express qui permet de cibler les plateformes que nous souhaitons cibler sans pénaliser nos entreprises françaises parce que il fallait prendre beaucoup de précautions pour effectuer cette définition bien précise et juridiquement robuste, que cette définition va nous permettre de mettre en place des pénalités, des malus qui iront de 5 € dès la première année en augmentant d'1 € par année jusqu'à 10 € avec des limites, mais en tout cas ça va mettre un malus. 3, en interdisant la publicité par les influenceurs de tout ce qui concerne la mode express. Et là, nous travaillons sur la possibilité de mettre en place une interdiction totale de la publicité pour tout ce qui concerne la mode express. Voilà. Donc ça, c'est dans quelques temps, puisque ce sera examiné au Sénat début juin. Et par ailleurs, pour revenir sur ce qu'indiquait le président Patrick Martin, revenir sur tout ce qui concerne le contrôle de la DGCCRF, moi j'ai demandé véritablement que l'année 2025 y ait comme fil conducteur des contrôles essentiellement ciblés sur les plateformes et beaucoup moins de contrôle sur tout ce qui est commerce physique. C'est une priorité, c'est un choix qui est établi et qui, en tout cas, est mis en œuvre dès maintenant. Merci. Je voudrais juste reprendre en fait les paroles de Dominique Schelcher tout à l'heure, qui disait qu'on accepte parfaitement la concurrence. Au contraire, elle est plutôt motivante parce qu'elle demande du même coup à aller plus loin et à chercher. Mais il faut que cette loi de concurrence, elle soit au même niveau que la nôtre et qu'elle ait les mêmes contraintes que nous, sans quoi effectivement on est à côté de la plaque. Ouais, non, c'est évident, c'est nécessaire. Il nous faut passer au sujet de la transmission reprise. Jean-Pierre, c'est un sujet qui concerne beaucoup de personnes présentes dans cette salle d'ailleurs. Pourquoi est-ce que c'est si stratégique pour le commerce coopératif et associé ? C'est le commerce en général, mais c'est vrai que dans le commerce coopératif, on a théoriquement, il doit y avoir à peu près 700 000 entreprises, 700 000 commerces à reprendre dans les 10 ans qui viennent. Donc il y a un travail de fond qui est à réaliser. Je dois signaler quand même que les enseignes, déjà aujourd'hui, travaillent énormément sur cette problématique, pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est nécessaire à la survie de l'entreprise, de l'enseigne en général, et en même temps c'est nécessaire pour continuer à représenter l'enseigne dans les territoires, donc ça c'est une évidence. Par contre, il y a 2 éléments, il y a les transmissions et les reprises. La transmission, c'est plutôt, je dirais, familial, et dans ce cas, on a effectivement le pacte Dutreil qui vient nous aider dans cette reprise par la famille. Et il faut quand même savoir qu'il y a à peu près 83% des commerces qui sont familiales, des entreprises familiales, et pourtant il n'y a qu'un seul commerce qui est repris sur 5. Donc il y a des éléments qui sont certainement analysés, qui sont un peu plus profonds que simplement la reprise. Et le deuxième point, c'est la reprise par un salarié du commerce, de l'entreprise en question. Et là, effectivement, on a besoin certainement d'une aide quelconque pour faciliter cette chose, parce que je pense que quand c'est un salarié de l'entreprise qui reprend, il connaît parfaitement tous les codes de sa clientèle, il connaît son environnement, il connaît la façon de travailler dans son magasin, il connaît l'équipe avec laquelle il travaille, il est déjà en lien avec
la tête de réseau avec l'enseigne, et donc il a une facilité à reprendre l'enseigne qui est peut-être plus importante que celle d'une reprise familiale. Et ça, c'est un élément qui est important. Et la difficulté dans la reprise, moi je le lis aussi à un autre point qui est la simplification. C'est-à-dire que la simplification au quotidien pour le commerçant, elle est vraiment indispensable. Et je pense que quand les enfants ou des salariés voient les difficultés du patron de la boîte qui doit gérer la banque, le personnel, les achats, les rotations de stock, les maladies du personnel, les absences, les difficultés à recruter, ça incite pas tellement à reprendre des commerces. Donc je pense qu'il y a aussi un certain nombre de points qui sont à étudier. Je sais que dans la loi de simplification, il y a pas mal d'éléments qui sont déjà en place, mais je pense que sur ce point-là, on a beaucoup de choses à faire. On doit simplifier la vie des commerçants, parce que le commerçant, en fait, ce qu'il a à faire, c'est d'être près de ses clients, près de ses équipes. Il ne peut pas passer son temps, ou un tiers de son temps, à remplir des papiers pour diverses raisons qui sont souhaitées. Donc à partir de là, on parlait tout à l'heure des vélos qui n'étaient pas à la bonne hauteur ou des choses comme ça. Bon, je pense que tout ça, ça fait partie des éléments qui perturbent le fonctionnement d'un commerce en général. Donc la simplification, c'est vraiment un élément, en dehors des plateformes, c'est vraiment un élément qui est très important pour la survie des entreprises et des commerces en particulier. Patrick, Martin, pour bien comprendre de quoi on parle, que représente en chiffres exactement ce sujet des transmissions et de la reprise des entreprises aujourd'hui en France ? On sait que d'ici 2032, à peu près, il y a 700 000 entreprises qui, de par la démographie, l'âge des dirigeants, devraient changer de main. On sait qu'il y a par ailleurs beaucoup d'entreprises qui, dès à présent, ne trouvent pas preneur. Alors, c'est pas seulement un enjeu patrimonial, ça l'est, puisque nous sommes dirigeants et propriétaires d'entreprises, je le suis moi-même. C'est aussi un enjeu économique, social, territorial, absolument essentiel. Et je dois dire que dans l'imaginaire des chefs d'entreprise, ce sujet n'est pas suffisamment pris en compte, en tout cas pas suffisamment tôt. Alors il doit y avoir une forme de déni, je sais pas ce que c'est après moi le déluge, ou je suis éternel. Ils n'imaginent pas la retraite, ils pensent qu'ils vont rester tout le temps. Moi y compris d'ailleurs. Donc c'est notre responsabilité à tous égards, je le redis, économique, sociale, sociétale, mais aussi patrimoniale, que nous nous emparions de ce sujet le plus en amont possible, avec beaucoup de lucidité. Moi-même, et je me posais évidemment pas en exemple, je l'ai fait dans mon entreprise, il y a une dimension fiscale, et je te confirme qu'on est sur la balle auprès de Bercy, qui est très imaginatif en toute chose, pour contrer tout ce qui de près ou de loin pourrait ressembler à une remise en cause du trail, qui est un bon dispositif, il est perfectible, mais maintenons-le déjà en l'état, pour contrer cette idée extrêmement pernicieuse qui circule sur fond de disette budgétaire, c'est-à-dire l'établissement d'une contribution exceptionnelle sur les hauts patrimoines, qui de près ou de loin pourrait ressembler au rétablissement de l'ISF. Alors ça ne concernerait que ceux d'entre nous qui ont déjà un patrimoine professionnel relativement important, ou personnel par ailleurs. Donc il faut être très attentif à ça, parce que ça envoie d'ores et déjà des signaux extrêmement stressants aux entrepreneurs. Donc oui, il y a une dimension fiscale, il y a une dimension économique, parce que le préalable à tout, c'est que nos entreprises se portent bien. Je ne reviens pas sur ce qui a été évoqué, mais quand même, nous sommes très attentifs à tout ce qui se passe en matière de fiscalité, sur la TASCOM par exemple, qui est un élément de distorsion concurrentielle, y compris par rapport à ces grandes plateformes de e-commerce, mais d'une manière générale sur les charges qui pèsent sur nos entreprises. Et puis, il y a un accompagnement humain, parce que on est beaucoup dans l'affect. Nos entreprises sont nos entreprises, et donc ça peut supposer des arbitrages familiaux, ça peut supposer de réconcilier, en tout cas d'entretenir une concorde familiale pour que le jour venu, il n'y ait pas de déchirement au sein des familles, chez les héritiers, et puis que on ne se fasse pas, je vais peut-être vous surprendre en disant ça, parce que je suis un porte-étendard forcené des entreprises dites patrimoniales, qu'on ne fasse pas d'une transmission familiale l'alpha et l'oméga des solutions. Je m'explique. Moi, dans le cadre de mon entreprise, j'ai acquis un certain nombre de confrères, et dans un certain nombre de cas, on avait imposé à un descendant de prendre la succession, ou un descendant de droit considérait qu'il devait être le successeur parce que rejeton de la famille. Ça date, ce genre de méthode. Non, encore aujourd'hui. Donc voilà, on a tous un gros effort d'examen de conscience, en quelque sorte, à engager pour, je le redis, le plus en amont possible, très lucidement, j'allais dire très froidement, balayer tous les sujets que recouvre la transmission, et en étant conscient qu'on a une responsabilité au regard de la collectivité aussi. On sait très bien que quand un commerce dépérit dans une petite bourgade, ça a des conséquences, un commerce ou toute activité économique, ça a des conséquences au-delà du seul enjeu de l'entreprise elle-même.
Et je termine en vous disant que, en essayant de vous démontrer qu'au-delà de ces déclarations d'intention, on est au MEDEF très conscient de ce sujet-là. Comme vous êtes adhérent du MEDEF, n'hésitez pas à y participer. On tient dès ce 4 juin une REF, une rencontre des entrepreneurs de France, sur la transmission, une REF transmission, où on aura donc des expériences vécues, pour la plupart heureuses, pour certaines malheureuses, et puis l'intervention de spécialistes de la gouvernance, du financement, de la fiscalité, de sorte qu'on appréhende beaucoup mieux ce sujet-là, qui, je le redis, est d'intérêt général. Oui. Madame la ministre, on sait que c'est un sujet qui vous tient. Ah, vous vouliez intervenir, rebondir là-dessus. Mais de toute façon, vous allez rebondir, puisque c'est un sujet que vous connaissez personnellement, très bien, un sujet qui vous tient à cœur, qui est au cœur de votre feuille de route. Donc dites-nous quelles actions vous pourriez mettre en œuvre, et si vous voulez surtout réagir aux propos de Patrick Martin. Juste avant, parce que je n'avais pas vu Dominique Schalcher avec les lumières, et dire que sur tout ce qui concerne la concurrence déloyale avec les plateformes, j'ai beaucoup apprécié son intervention et que je partage il y a quelques jours. Donc je voulais le dire. Alors effectivement, c'est un enjeu important. Cela a été rappelé à la fois pour le monde coopératif, mais également d'une manière générale pour l'ensemble de l'entrepreneuriat. Et dans ma feuille de route, j'ai établi une feuille de route avec 3 axes: simplifier, protéger, accompagner. Et dans l'accompagnement, effectivement, il y a tout le sujet de la transmission et la reprise. Il y a des vrais enjeux derrière, des enjeux économiques, parce que nous avons intérêt à faire en sorte d'avoir des entreprises solides, des entreprises fortes, des entreprises qui évoluent. Et je pense notamment aux ETI, nous en parlions hier, parce que nous étions à Choose France. Pour avoir des ETI, il faut d'abord avoir des PME. Et ces PME, à un moment donné, il faut qu'elles se transforment, qu'elles évoluent. Et nous savons très bien qu'à chaque transmission, si cette transmission n'est pas bien accompagnée, n'est pas bien réalisée, elle perturbe l'entreprise dans son développement, dans sa croissance. Donc c'est un vrai enjeu. Nous le répétons régulièrement. Nous avons à peu près 6 000 ETI en France, quand l'Allemagne en a 12 000. Et des enjeux importants dans les 10 années qui viennent, à la fois dans le domaine coopératif et autres. C'est un enjeu social parce qu'il y a des emplois. Je crois que dans le domaine du commerce coopératif, c'est 600 000 emplois qui existent. Et ces employés, ces personnes ont des savoir-faire par ailleurs. Et il est important de pouvoir les transmettre. Et effectivement, toutes ces entreprises, parce que ce sont essentiellement des PME, des commerces à taille avec une dimension de cette nature, sont des entreprises qui maillent nos territoires, qui font un véritable, je dirais, une présence partout et qui participent à cette vitalité des territoires. Puis il y a un troisième enjeu, qui est un enjeu de souveraineté, parce que nous avons intérêt à faire en sorte de garder nos fleurons, des acteurs dans le domaine, même s'il ne s'agit pas d'être contre tout ce qui pourrait venir de marché extérieur à la France, de fonds extérieurs à la France, mais en tout cas nous avons intérêt sur un certain nombre de domaines à garder une souveraineté forte. Alors je vais me saisir de ces sujets parce qu'il y a plusieurs points à prendre en compte. Je vais en citer 2 simplement. 1, probablement préparer, anticiper, avoir peut-être une cartographie des entreprises dans les années qui précèdent, parce que c'est difficile culturellement, et tout ça se prépare. Parce que si vous avez une entreprise parce qu'on sait que le dirigeant va arriver à l'âge de la retraite, parce que souvent c'est essentiellement l'âge qui participe à une transmission. Si cette entreprise n'investit plus parce qu'elle se met dans une forme de décroissance, à un moment donné elle sera en difficulté. Donc tout ça doit se préparer. Je pense qu'il faut que nous arrivions à anticiper dans les années qui précèdent une transmission, une reprise. Le deuxième point, c'est qu'il faut avoir des dispositifs fiscaux incitatif. Et en tout cas, moi, je serai un parfait défenseur, je vous le rappelle ici, du pacte Dutreil, qui correspond très bien, qui apporte des réponses. Alors, ça n'est peut-être pas suffisant, c'est peut-être aussi compliqué en ce moment d'en revoir d'autres, mais en tout cas, il faudra poser tous les éléments. Et en juin prochain, je serai notamment à une manifestation au MEDEF le 4 juin prochain, et fin juin également au travers une autre manifestation. Donc j'aurai l'occasion de faire un certain nombre d'annonces parce que nous devons avancer sur ce sujet. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Sinon, ce sera le mot de la fin. Non, je pense qu'on a couvert vraiment tous les sujets qui nous intéressaient. Et c'est pour ça que votre présence était indispensable pour avoir des réponses.
ou en tout cas des projets qui nous permettent d'avoir un petit peu d'avenir et de visibilité sur les mois ou sur les années qui viennent. Effectivement, les sujets qu'on a traités sont des sujets qui sont très importants pour le commerce. Et je sais que vous êtes très impliqués, donc encore une fois, merci de votre participation active à toutes ces démarches qu'il faut entreprendre, qui ne sont pas très simples, parce que je pense qu'il faut aussi convaincre de votre côté de l'utilité de ces démarches. Et encore une fois, merci de votre présence. Merci. Merci. Merci à tous les trois. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Merci, Patrick Martin.